Cameroun, pas uniquement sur les Bamileke, hein, d'autres groupes ethniques également sont concernés par certains de ses travaux. Il a des livres spécifiques sur différentes régions d'ailleurs de l'Afrique. Ce qu'il y a d'intéressant avec ces travaux, parce qu'il faut être prudent quand on manipule les sources qui sont des sources rédigées ou qui nous sont apportées par des personnes qui font partie de l'oppresseur. Il y en a quand même qui sont objectifs, ça il faut le reconnaître. C'est le nombre des sources qui sont mentionnées. Et effectivement, comme on parle des sources, ça me permet de revenir dessus et de faire un exercice que je n'ai pas fait au début. Le livre, donc, Les Bamileke de l'Ouest Cameroun, donc aux éditions L'Homme d'Outre-mer, voilà, c'est marqué là. Vous avez donc le nom de l'auteur, Claude Tardy, que vous voyez, et contribution à l'étude des populations Bamileke. Donc, c'est une étude sociologique. Il faut faire donc la distinction entre une étude sociologique, à mon sens, c'est important aussi pour pouvoir savoir si on peut retrouver certains éléments de vérité et des opinions politiques qu'on peut retrouver par exemple dans un journal. Parce que généralement, un journal a une ligne éditoriale. Ils sont pour quelque chose ou contre quelque chose et tout en général. Et ils ont des positions pour défendre une tendance politique ou une autre. Ils peuvent donc manipuler la vérité ou ne pas la manipuler. Par contre, le travail du scientifique qui essaye d'étudier une population est très souvent beaucoup plus crédible parce qu'il va essayer d'aller sur le terrain, et c'est ce qu'il a fait Claude Tardy, analyser le comportement des individus sur le terrain, mais aussi rechercher à travers des documents d'archives comme il l'a fait pour faire rejaillir les éléments de vérité. Et donc le livre est préfacé et il y a un élément que j'ai manqué de faire, c'est celui-ci qui va être un exercice un peu pénible pour un certain nombre de personnes. Parce que quand on lit les livres, généralement, d'où l'intérêt de les étudier plutôt que de les lire, c'est la méthode que moi je préfère, généralement, c'est vraiment d'étudier les livres. Quand j'avais lu ce livre, à l'époque, j'avais terminé la lecture, et puis, une fois que j'ai terminé la lecture, je me suis attardé sur les sources. Je me suis beaucoup attardé sur les sources. J'ai essayé de décrypter les sources du livre, c'est-à-dire c'est là où on vous dit, on vous énumère les documents qui ont été consultés, la bibliographie, la discographie, la lithographie, tout ce que vous voulez, qui a été consulté pour pouvoir faire l'ouvrage. Et donc, quand on se rend compte au niveau des sources, de l'étendue des connaissances que les colons ont pu glaner sur nous, on comprend que l'envahisseur, l'oppresseur nous connaît très bien. Et c'est parce qu'il nous connaît très bien qu'il sait comment nous instrumentaliser les uns contre les autres, comment nous monter les uns contre les autres. D'où la nécessité de toujours établir la vérité et éviter que le mensonge se propage de manière à ne pas créer des divisions qui se basent sur les fondements de mensonges entretenus. Vu que l'idée du tribalisme même naît des colons qui instituent avec Lamberton l'idée selon laquelle le Cameroun accède à l'indépendance avec un caillou dans sa chaussure, c'est une ethnie, et il donne des descriptions qui sont très péjoratives de cette ethnie-là. Nous avons donc ici, à partir de la page 115 de l'ouvrage, comme vous pouvez le voir, c'est la partie de la page 115 de l'ouvrage, les documents qui ont été établis, les documents qui ont été consultés pour pouvoir faire ce travail. Et donc, les documents établis depuis 1952. Donc, on a la période, hein, parce qu'il ne faut pas oublier la chronologie qu'on avait établie avant. On avait établi une chronologie qui devait nous permettre de fixer le temps selon lequel, entre 1961, le retour de Ernest Ouandji au Cameroun, et 1971, il y a eu des vols de terre, des exactions. Qui dit exaction dit des bandes armées qui, dans la lutte armée, c'est ce qu'on retrouve au Congo ou ailleurs, sont capables, avec la puissance militaire qu'ils ont, de commettre un certain nombre d'éléments de distorsion de ce qui devrait être une lutte de libération, de ce qui devrait être noble donc. Et on appelle ça exaction pour dire à la base, ils sont là pour des revendications politiques, mais à côté des revendications politiques, ils commettent des actes qu'on peut considérer comme étant des actes détestables, condamnables et regrettables. D'où la nécessité donc de bien maîtriser les sources, mais aussi de savoir quelle est leur origine, l'orientation des personnes en question, et de savoir comment est-ce qu'on nous a étudiés pour pouvoir donc en arriver à semer une petite germe du tribalisme qui perdure jusqu'à aujourd'hui et qui est instrumentalisé par le régime en place de Yaoundé. Ce n'est pas autre chose que ça. Tout ce qu'on dit là, ça n'a pour but et pour finalité que de détourner les gens de la réalité, qui est celle de dire il faut questionner le bilan de 42 ans, de celui qui aime tellement Genève qu'il y passe plus de temps parfois qu'au Cameroun. Il faut questionner ce bilan et lui demander mais pourquoi toi qui es capable d'aller honorer les soldats français en France,
en 2024, fin 2024, tu n'es pas capable d'aller. Et il y a des soldats qui sont tombés récemment au nord. On a fait une minute de silence en leur mémoire au début de ce live. Je peux vous garantir que même lors de leur levée de corps, M. Biya ne se rendra pas sur place. Alors qu'il est capable d'aller commémorer les soldats français, il ne se lève pas pour les soldats camerounais. Donc, c'est important de le mentionner. Ce monsieur, d'ailleurs, il n'aime pas le Cameroun. S'il aimait le Cameroun, il ne passerait pas autant de temps à Genève. C'est tellement devenu son lieu de favori de villégiature, un lieu favori de villégiature, mais un lieu de prédilection pour lui. Que, à mon sens, s'il avait la possibilité d'être là-bas, de s'installer définitivement à Genève et de conduire le Cameroun, de piloter les affaires du Cameroun à partir de Genève, il le ferait. D'ailleurs, le télétravail est institué aujourd'hui. Vous verrez M. Paul Biya très, très ravi d'être au sommet de l'hôtel intercontinental en train de vous dire qu'il fait du télétravail pour gouverner le Cameroun. Mais c'est simplement parce qu'il n'aime pas ce pays-là. Il faut pas se mentir. Et c'est surtout la raison pour laquelle lui, se basant sur le fait qu'il n'est pas capable de défendre un bilan et de faire une proposition de programme de gouvernance pour dire aux Camerounais, voilà ce que je propose pour relancer votre pays qui est totalement à l'abandon, des villes poubelles aujourd'hui avec des challenges poubelles dans les plus grandes villes du pays. C'est le résultat de son régime et c'est le manque de projection pour demain qui les pousse à se replier sur une seule chose, le repli identitaire et l'instrumentaliser, l'instiller pour la division. Mais c'est une division qui se base d'abord sur les travaux des colons eux-mêmes, qui ont pris le temps de bien étudier les différentes composantes sociologiques du Cameroun, de bien étudier les différentes ethnies, les tribus, les langues, les communautés, les habitudes et consorts, et même l'histoire, pour pouvoir savoir comment vous manipuler, comment vous gérer, comment vous traiter le moment venu. Donc, ils ont fait un travail énorme sur le terrain. Et on va lire le nombre des sources documentaires qui ont été utilisées ici. Les documents qui ont été consultés donc par M. Claude Tardy, il précise donc les sources manuscrites en A. En A, c'est des documents généraux, donc les plans et l'évolution du Cameroun entre 1947 et 1956, indispensables documents sur les effets économiques du plan. Donc, c'est un plan mis en place par les Français à travers les chiffres officiels, trop souvent présentés sans examen critique et sans hypothèse rectificative. Donc, voilà à peu près les documents qu'il étudie de ce point de vue-là. Affectation et dotation du FIDES en 1956, programme du Cameroun, tranche 1957-1958. Le Cameroun n'est pas encore indépendant. Donc, tout ça, ce sont des plans et des programmes que la France fait sur notre propre pays. Et imaginez-vous aujourd'hui les Allemands en train de faire des plans sur la France ou bien Vladimir Poutine en train de faire des plans sur comment la France doit être. C'est à peu près la même chose que nous avons là en face de nous. Et donc, la deuxième catégorie de sources qu'il étudie ici, c'est donc des documents régionaux. Et en A, sont donc des rapports administratifs. On ne va pas venir dire que c'est Fautine qui est en train d'inventer quoi que ce soit. Nous sommes ici donc en train d'étudier un document qui s'est basé sur beaucoup de rapports administratifs. Et on va donc commencer. Les rapports de 1915. Rapport du district de Tchang, 12 septembre, traduit en anglais. Corzelis, Crawford, capitaine, note sur la remise du district de Bana en février, 5 février, ça c'est 1916. Franck, rapport sur la politique générale de la circonscription de Bana. Rapport politique circonscription de Baré, Bana, Fumban en juin 1916. Ainsi de suite. Vous avez d'autres rapports. Rapport de politique circonscription de Bana. Rapport politique circonscription de Bana 1916. Septembre. Donc juillet. Il y a un rapport politique circonscription de Bana en juillet 1916. Rapport politique circonscription de Bana en septembre. Donc entre juillet et septembre, comptez le nombre de mois qui se séparent, il y a 2 rapports politiques sur la circonscription de Bana. Donc, rapport général sur la politique de la circonscription de Bana. Donc, à part le rapport politique qu'ils font maintenant en décembre, entre du 1er avril, pardon, et le 31 décembre, un rapport général sur la politique de la circonscription de Bana. Général, on rappelle. Donc, rapport de la tournée effectuée par le capitaine Bilo, dans la subdivision de Bana et Fumban, 17 juillet au 3 août 1918. Là, on est en 1918. Donc, j'ai dit que chacun qui vient ici doit présenter ses sources. Là, on vous présente les sources documentaires qui ont été utilisées par Claude Tardy pour rédiger son livre, dont nous allons exploiter une partie tout à l'heure. Rapport de la tournée de l'adjudant-chef Nika, commandant de la subdivision de Bana, 30 octobre 1918. 1919, rapport trimestriel de la circonscription de Bana. Rapport trimestriel de la circonscription de Bana, 1919 encore, 3e trimestre, 1er trimestre, 2e trimestre, 3e trimestre. Donc, ils font des rapports tous les trimestres. Ils font des rapports tous les trimestres.
je répète, pardon, tous les trimestres, on vous étudie, tous les trimestres, on fait un rapport. Donc voilà, rapport annuel à la circonscription de Bana 1919, 1920, rapport de la tournée effectuée par les commis des services civils Chapouli, le nom de monsieur Chapouli SC, dans la subdivision de Chang, 20 et 26 décembre. Rapport de la situation politique de la circonscription de Chang, 1920, ainsi de suite. Rapport tournée effectuée par l'administrateur adjoint Jobert, ce n'est pas non plus King Fak ni Albert qui fait le rapport. Donc, Jobert dans la subdivision de Chang du 6 au 16 décembre 1921. 1922, rapport trimestriel de la circonscription de Chang. 1922, tournée de recensement de la chefferie de Fonsa, Douala, mai et juin. Donc, ça peut être long, mais ayez la patience parce que c'est important qu'on sache exactement sur quoi on s'est basé pour produire les documents qui ont été produits et prendre les positions qu'on a prises et écrire les textes qui ont été écrits et dire ce qu'on a dit. Il faut citer les sources. C'est important. Mais ça vous permet surtout de savoir comment les occupants nous ont étudiés. Comment ils nous ont étudiés, comment ils ont pris le temps minutieux pour nous étudier, savoir qui nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous pensons, comment nous nous habillons, comment nous agissons, comment nous mangeons, quels sont les rapports entre hommes et femmes, quels sont les rapports avec nos différentes hiérarchies et consorts. C'est important. Rapport circonscription de Chang, deuxième trimestre 1922, troisième trimestre, quatrième trimestre, premier trimestre, rapport circonscription de Chang, deuxième trimestre, donc tous les rapports sont là, 1923, Ripper, ce n'est pas non plus un nom de Bamileke, je pense, ni un nom Ewondo ou autre, ce sont donc toujours eux qui font les rapports. Rapport de la Société des Nations pour la circonscription de Chang. Rapport de la circonscription de Chang, deuxième trimestre, ainsi de suite. Donc, on va passer Chang vu qu'il y a pas mal sur Chang. 1927, les rapports de Chang. Marchand, c'est un autre. Lettre du haut commissaire au chef de la circonscription de Chang, juin 1927. Et ici, je rappelle encore une fois, on n'est pas dans l'espace chronologique qui est celui de Jan Soga qui nous dit qu'entre 1961 et 1971, les Bamileke ont volé les terres. Ça, c'est important de rappeler la chronologie, parce que ça va nous permettre de savoir comment l'histoire du foncier a évolué dans le Mungo, justement. C'est pour ça qu'on fait tout cet exercice. Il faut rappeler les faits, il faut revenir sur les documents et les sources et établir la vérité sur la base des sources dont on ne peut pas contester la véracité, parce que dans un rapport de l'administration, ils n'ont pas raison de mentir. Ils ne sont pas ici en train de dire, par exemple, si c'était les paroles d'Atangandi sur le président Maurice Kamto aujourd'hui, vous l'entendrez facilement en train de dire que comme toi, saccagé toutes les ambassades du Cameroun à Paris et autres, qu'il était en même temps en Italie, en France, en Allemagne, et qu'il a le don d'ubiquité, et qu'il a saccagé toutes les ambassades, que c'est un terreau, que c'est un plus haut brigand. Bref, on peut faire toutes sortes de propagande lorsqu'on est dans de l'idéologie. Mais lorsqu'on est dans un travail scientifique, ce n'est pas le cas. Il faut donc pouvoir restituer cela pour que les gens qui donnent les thèses contraires viennent nous présenter les arguments sur lesquels ils se fondent, les documents de recherche sur lesquels ils se fondent pour dire ce qu'ils disent. Parce que nous, on a pas mal de documents sur lesquels on se base donc pour dire ce que nous disons. Et on continue donc la lecture. On va dépasser un peu Chang. Donc, tourner dans la région, 1929, tourner dans la région de Fombap, on est là, Lifan. Donc, ensuite, Buisson. On continue la lecture, hein, Buisson. Donc, visite au sous-chef forêt Kendou le 18 juin. Buisson, tournée à Fossong Wencheng le 7 juillet, ainsi de suite. Rapport circonscription de Chang, troisième trimestre de 1929. Tournée à la chefferie Babouantou et Bana. Donc, ce n'est pas du jeu. C'est vraiment des éléments qui sont sourcés. Sur toutes les années, les références sont là. Tournée dans les chefferies de Babouantou et Bana du 4 au 10 septembre. IFAN, rapport semestriel de la circonscription de Chang, rapport semestriel 1930, rapport 1931, rapport semestriel de la circonscription de Chang, ainsi de suite. On descend. Tournée, ouais, on est là. Tournée donc Granier G dans les chefferies de Batié, Bapa, Badenkop du 21 au 28 avril. Tournée 1932, tournée effectuée par monsieur Jandin dans la région sud de Bafang du 2 au 5 mai. Tournée de monsieur Granier, agent spécial à Bafoussam du 1er au 31 juin. Jandrin, tournée dans les chefferies Bana, Bakassa, Bando Kosan, Ban Foko, Banka
du 16 au 18 juin, rapport subdivision Bafang, premier trimestre, rapport 1932, rapport subdivision Bafoussam, premier trimestre, rapport subdivision Baganté, rapport subdivision semestriel, circonscription Tchang, Granier, ainsi de suite. On continue, Jardin toujours, on descend. Donc, vous voyez le nombre de sources qui sont en train d'être citées, hein. C'est plusieurs centaines de sources qui sont citées, de documents et de rapports qui ont été étudiés avant de rédiger le livre en question. Rapport à la tournée Granier je vais lire ceci particulièrement. Donc, rapport tournée effectué par Monsieur Granier, G, dans les chefferies de Baleng, Bamongum, Bameka. Bameka, c'est mon village d'origine, le village de mon papa. Donc, je suis très surpris de voir que même dans un village d'une aussi petite dimension, ils y venaient quand même déjà en 1932 pour surveiller ce qui se faisait, superviser, essayer de voir comment ils allaient exploiter toutes les ressources qui se trouvent, les ressources humaines d'abord et les ressources naturelles qui se trouvent dans tout notre pays. Bamenju, Baram, du 14 au 17 septembre. Extrait du rapport de la circonscription de Tchang du 8 octobre, ainsi de suite. Rapport de la tournée dans les chefferies Batié, Bapa, Badenkop, Bangou du 10 au 15 octobre. Rapport de tournée effectué par monsieur Géaï dans les chefferies de Fo, Ngodeng, Fongo Tongo, Fosson et Lelem, subdivision de Tchang. Chaloupe note sur la chefferie de Fongo Tongo, 1932. Tournée de monsieur Granier dans les chefferies de Badeng et de Bapi, et ainsi de suite. On continue, il y a toutes ces sources. Tournée de la chefferie de Bankonji, Fonjanti, Bakassa, Bandokosang, Banfoko, janvier 1933. Lettre de circonscription de Tchang. Tournée sur la rive gauche du Noun, du 18 au 25 février 1933. Dubois, c'était monsieur Dubois, tourné dans les chefferies Babadjou, Bangam, Bamesingé, Bamenyam, frontière anglaise, et Bamenjin. Justement, frontière anglaise, ça me permet de revenir sur un élément que je n'ai pas mentionné ici, qui a également justifié le choix de la région du Mungo comme étant la région où l'UPC se serait installé. Pourquoi la région du Mungo? Parce que la région du Mungo est effectivement frontalière du sud-ouest et du nord-ouest du Cameroun, qui sont les zones anglaises. Dans une période où justement les modes d'administration avaient déjà banni depuis 1955 l'UPC. Donc l'UPC était une organisation interdite dans la zone francophone. Il fallait se situer dans une zone où à tout moment, on pouvait se replier, se cacher et mener ses activités dans la zone anglophone. Nous verrons d'ailleurs un document d'archives qui va le prouver ici, là où on accuse justement, là où les Français, dans leurs propres archives diplomatiques, accusent les Anglais de laxisme parce qu'ils laissent Félix Roland Moumier s'installer justement en zone anglophone et Abel King s'installer en zone anglophone d'où ils pilotent librement toutes les activités politiques parce qu'ils ne sont pas dans la clandestinité en zone anglophone. Donc, ils s'installent dans la zone du Mungo, c'est la zone que vous voyez en rouge ici. C'est la zone que vous voyez là en rouge. Ils s'installent là parce qu'à tout moment, lorsqu'ils sont pourchassés ou persécutés, ils peuvent se replier au sud-ouest ou au nord-ouest du Cameroun. Et là-bas, ils ne sont pas en clandestinité, donc ils sont tout à fait libres et ils ne font l'objet d'aucune répression de la part du régime anglais. Donc, c'est important aussi de souligner que c'est l'une des raisons principales d'ailleurs, peut-être même la plus importante, qui a poussé les leaders de l'UPC à s'installer dans la région donc du Mungo et non pas ailleurs, et à partir de là, de parfois se replier au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun pour mener leurs activités et envoyer des émissaires, donc transmettre le message en zone francophone. C'était un élément important que je n'avais pas mentionné initialement, donc c'est important de revenir dessus. Et là, vous avez donc le découpage hein, du Mungo. Vous avez donc Melon en haut, Konsamba, Manjo, Lum, Mbanga, voilà, qui est là plus bas au sud. Donc voilà pourquoi donc ils choisissent de s'installer dans cette partie-là spécifiquement du Cameroun. Et quand vous regardez bien la partie en rouge, vous voyez très bien que elle est limitrophe du littoral. J'agrandis pour vous. Donc elle est bien limitrophe du littoral. Elle est également limitrophe de l'ouest. Pas limitrophe du sud-ouest, pas presque frontalière avec le nord-ouest, donc c'est facile de le rejoindre aussi. Et le centre n'est pas très loin non plus pour atteindre les institutions névralgiques du pays, parce que le centre se trouve donc là, ici, exactement. Donc on a le Mungo qui est donc là, l'ouest est là, nord-ouest, sud-ouest, littoral, et du Mungo, on peut non seulement avoir la zone de tamponnement entre toutes ces régions,
le point où toutes les régions en question ont donné des hommes qui sont venus faire le travail forcé dans les plantations et ils ont créé une langue, il y a donc une certaine cohésion. Mais en plus de ça, on peut se replier en zone anglophone lorsqu'on est menacé. C'est d'ailleurs ce que Ernest Ouandjé tentait de faire. Quand vous écoutez la vidéo du commissaire Thomas Soga et les autres vidéos qui rappellent ça, ils vous disent bien que Ouandjé a révélé qu'il essayait de prendre une pirogue pour traverser et se retrouver en zone anglophone au moment où malheureusement ils ont été pris. Donc, ça, c'est un élément stratégique très important. C'est pour ça qu'ils ont choisi le Mungo, pas pour aller arracher des terres, pas pour aller commettre des exactions sur des populations, pas pour aller raser des villages entiers, encore qu'ils n'avaient pas les moyens de raser des villages entiers. C'est aussi un élément qu'il importe donc de restituer. On continue donc la lecture des sources. Vous avez donc Dubois, tourné dans les chefferies de Boabato, Folencha, Banfeluk, Bandumka, Fongoli, Chungu, Mbwembo, Fondanti, Fondjomunkwet, Mbandumgia et Babwantu en juin 1933. Les rapports continuent. On est à Baganté, à Foson Wencheng, ainsi de suite. On continue les rapports. Tourné sur la rive gauche du Noun. On a Bawang également, donc tourné de Monsieur Soulier dans la chefferie de Bameka et Bawang du 10 au 19 décembre 1933, ainsi de suite. Donc, ils ont passé le temps à passer au peigne fin tous nos villages, les coins les plus reculés, et ils savaient exactement qu'est-ce qu'il y avait, les populations, ils recensaient, ainsi de suite et tout. Donc, ils connaissent bien la situation de notre pays au moment justement où ils peuvent essayer de tirer avantage de l'ensemble des ressources d'abord humaines et ensuite naturelles dont nous disposons. Donc, Balevin, je vais descendre sur les sources, je vais descendre encore. On a Bayangam, ainsi de suite. On a toujours des rapports, hein. C'est que des rapports, c'est que des rapports. On va peut-être trouver quelques rapports qui parlent dans d'autres régions, surtout les régions qui nous intéressent, pour qu'on ne dise pas qu'il n'y avait pas d'éléments sourcés sur les régions en question. Donc, il y a Foreke, par exemple, en 1937, rapport tourné effectué par Monsieur Bourdier dans les groupements de Foreke à Tchang. Ainsi de suite, les Bafang encore, en 1937. Donc, rapport du médecin lieutenant Lakentini sur la rive gauche du Noun du 11 au 28 septembre. Donc, vous avez un hôpital qui porte encore le nom de Lakentini aujourd'hui. Sachez que c'était vos bourreaux qu'on est comme ça encore en train de célébrer. Rapport du médecin lieutenant Lakentini, ce n'est pas moi qui le dis, voilà, ça écrit. Donc, c'était vos bourreaux. C'est eux qui ont encore les noms qui sont sur vos hôpitaux. Tous les jours, on dit l'hôpital Lakentini à Douala, c'est ça. Voilà. Rapport du médecin lieutenant Lakentini sur la rive gauche du Noun du 11 au 28 septembre. Personne ne va venir dire qu'on invente des choses parce que l'histoire et la connaissance du passé basée sur les écrits, disait-il, on a pas mal d'écrits qui permettent de rétablir la vérité ici, au minimum. Donc, tournée de Casa dans la chefferie de Bamana et Bangwa en 1937. Rapport annuel subdivision de Bafoussam. Rapport 1937. Rapport circonscription de Konsamba 1937. Voilà, on n'est plus à l'ouest ici. Donc, il ne faut pas que quelqu'un dise que dans les circonscriptions du Mungo, il n'y avait aucun rapport. Rapport circonscription de Konsamba, c'est bien marqué là. 1937. Rapport de tournée de la subdivision de Tchang. Rapport ainsi de suite. Dans Bakwa, Batungtu, il y a des villages, honnêtement, je vous assure, j'ai passé une grande partie de mon enfance à l'ouest, je n'ai même pas l'idée qu'ils existent, mais les colons savent exactement où ça se situe et ils ont fait des tournées dans ces villages-là. Je suis choqué à chaque fois que je lis et je relis ce livre parce que j'ai pris vraiment beaucoup de temps pour lire les sources. Ça me choquait de voir que moi-même, je ne connais pas mon pays aussi bien qu'ils le connaissent. Je ne peux pas vous dire où se trouve Bakwa, où se trouve Batungtu. Je ne peux pas vous dire honnêtement où ça se situe. Ils le savent. Ils le savent, ils ont des documents d'archives dessus, ils savent combien de populations il y avait, ils savent comment ça fonctionnait, quelle était l'administration, qui était le chef, quel était le nom du chef, combien de femmes il avait, comment fonctionnait sa chefferie, ils savent tout là-dessus. Et c'est parce qu'ils savent tout ça qu'ils peuvent facilement vous mettre les uns contre les autres. Parce qu'on sait quelles sont vos forces et vos faiblesses, quels sont les éléments sur lesquels quand on vient appuyer, vous allez vous retourner les uns contre les autres. On vous a étudié en profondeur et en minutie. La lecture de ces rapports vous fait comprendre que c'est vrai ce que je dis. Donc, rapport à Bafang, ainsi de suite. Ranier, le Noun, 1938, le Noun encore, le Noun, Banka, ainsi de suite, Sanchou. Lettre du commissaire de la République française au chef des régions du Noun,
ainsi de suite. Compte rendu de la tournée effectuée sur la subdivision de Bafoussam en novembre. On a ensuite des rapports en Goum, à Bana, chez Ferry, dans la région du Noun, ainsi de suite. On descend encore dans les sources. Il y en a tellement, on ne pourra pas tout lire, sinon le live ne se terminera jamais. Donc, on a 1939, des rapports à Baganté, à Bafoussam, rapport annuel de la région Bamileke. Donc, ça aussi, il le marque très bien, hein, région Bamileke. Il faut d'ailleurs noter que ce sont les Français, avec cette façon d'administrer là, qui introduisent la mention de l'ethnie d'un individu dans ces documents. Si vous prenez des actes de naissance de ceux qui sont nés dans ces périodes-là, vous verrez que leur ethnie est mentionnée sur les pièces d'identité également. Ce n'est pas un hasard s'ils ont commencé à faire ça. C'est parce qu'ils savaient très bien que c'est l'élément fondamental sur lequel on peut distinguer un d'un autre et sur lequel on peut dire à l'un, mets-toi contre l'autre parce qu'il est dangereux, parce qu'il pourrait faire ceci et cela contre toi. Le résultat de tout ça, c'est ce que vous voyez aujourd'hui. Des gens qui se basent, qui se lèvent donc sans aucun élément vrai. Ils vous disent qu'ils ont des documents, mais ils ne présentent jamais aucun document. Ils vous disent que oui, on a arraché des terres, on a rasé des centaines de villages, on a éradiquer des chefs traditionnels et des chefferies tout entières pour installer des Bamileke en volant les terres et que c'était le travail de Ernest Ouandié et de l'Armée nationale de libération du Cameroun entre 1961 et 1971. Et je vous rappelle qu'encore une fois, ici, on n'est pas encore dans les années 1960 non plus. C'est important la chronologie et vous comprendrez pourquoi plus tard. Donc, rapport dans la chefferie de Bamendou, Bangou, Bachingu, ainsi de suite. On descend de chefferie Bandrefam, Bafoussam, Bachingu, rapport trimestriel Bafoussam, on descend. On a Baganté, Chang dans le Noun, ainsi de suite. Nous descendons toujours. 1944, on est déjà dans les années 43, 44. Donc, à chaque année, il y a tous ces rapports-là qui sont faits. 1944, tournée à Bangwa. Donc, on descend. Bayangam aussi, Baganté, Chang, le rapport annuel de la région Bamileke. Donc, tout ce qui s'est passé dans la région Bamileke en 1944, donc l'année est là, 1944, ils font un rapport annuel sur toute la région Bamileke. Voilà, c'est marqué. Ce n'est pas Fauting qui le dit, c'est les archives qui le disent. Donc, lettre du chef de la région Bamileke au chef de la subdivision de Bafoussam. On continue. Donc, d'autres éléments sourcés qu'on sorte de cette région-là. On a des villages, Babate, Folencha, Bandumka, que je ne connais absolument pas du tout, mais qu'ils ont pourtant bien passé au peigne fin. Alors, d'autres sources. Alors, ici, on est à la fin, quasiment. Donc, 1952, rapport agricole de la région Bamileke. Donc, il y a le rapport agricole de la région Bamileke en 1952. 1952, rapport annuel de la subdivision de Bafoussam. On est à la fin. Pour ceux qui ont déjà du mal à continuer, donc on a terminé avec ces sources, on va continuer. Rapport annuel de la région Bamileke, 1952. Rapport annuel de la subdivision de Konsamba. Donc, subdivision de Konsamba, c'est là, 1953. Rapport annuel subdivision de Mbanga, c'est là, 1953. Donc, ce n'est pas selon des inventions que nous allons dire ce que nous allons dire par la suite. C'est selon des rapports de l'administration qui ont été étudiés par un sociologue qui a essayé de compiler tout cela dans un livre. Rapport de la région, rapport annuel région du Mungo. Ceux qui disent que les terres ont été volées au Mungo, nous y voilà. Il y a donc le rapport annuel en 1953, donc 8 ans avant que Ernest Ouandié ne rentre au maquis au Cameroun avec l'ANLK. C'était d'autres personnes qui portaient la bataille de l'UPC à l'époque. Ruben Oumniobé, lui-même le pionnier, le père des pères, le père fondateur, le père sacré, la figure totémique et emblématique de la lutte de libération du Cameroun, il faut toujours le mentionner, était là. Même si on ne fait pas suffisamment mention de certains autres noms, comme les Clément, comme le patriarche Jean Boindeux, comme les Jacob Fossy et autres, il faut toujours quand même reconnaître chacun à la place qui doit être la sienne. Il faudra revenir sur ces figures-là, leur redonner leur place, toutes ces figures, et reconnaître aussi l'importance déterminante du leader premier qui était Ruben Oumniobé. Donc, les gens qui nous disent que le Mungo était ceci, était cela, nous avons donc dans les documents qui ont été étudiés et qui permettent de savoir comment se fonctionnait le Mungo à l'époque, quelle était la situation du foncier dans le Mungo, il y avait donc des rapports annuels qui permettaient de savoir quelle était la réalité dans le Mungo. Avant, justement, que
les prétendues exactions ne commencent. Vu qu'on dit que les actions en question ont commencé seulement quand c'est Ernest Ouandie qui prend le leadership sur la guidance de l'UPC. On dit que ça commence par là et que c'est des Bamileke et qu'il arrache des terres pour donner aux Bamileke. Voilà comment on travestit la réalité. On ne dit pas qu'il y avait déjà la lutte de l'UPC depuis 1955 en clandestinité parce que l'UPC était interdite de toute activité publique en 1955, que Ruben Unyobé était encore le secrétaire général et la cheville ouvrière, c'est-à-dire le principal artificier de l'UPC à cette période-là. On ne le dit pas. La résistance avait bien commencé à cette époque. Ruben Unyobé lui-même n'est pas mort dans son lit. C'est quelqu'un qui a été tué par les colons qui l'ont trouvé naturellement dans le maquis là où il était pendant 4 ans. Je dis toujours ça, ils insistent toujours dessus. Imaginez des gens qui ont vécu pendant 4 années dans la clandestinité, se cachant dans leur propre pays, dans la forêt, avec femmes et enfants. Il faut respecter nos héros. Il faut les respecter. Il faut respecter la mémoire de ces gens. Quand je le dis avec toute la gravité, il faut respecter ces gens pour les sacrifices qu'ils ont consentis pour notre nation. Quand on dit qu'on va leur ériger un panthéon, ce n'est pas pour leur faire plaisir. Ce n'est pas pour flatter les familles. C'est parce que c'est des gens qui ont fait le sacrifice, ils ont payé les sacrifices qu'il faut pour cela. Je suis fermement convaincu que beaucoup ne seraient pas capables de tenir dans la forêt pendant une semaine, même pas une nuit. Imaginez-vous, on vous met dans la forêt, dans les forêts du Mungo pendant une nuit simplement. Vous qui êtes habitué à votre confort, de votre pièce, de votre maison bien confortable, je sais pas, Bafoussam, à Yaoundé ou à l'étranger du Cameroun. Imaginez qu'on vous mette dans la forêt pendant un jour. Imaginez maintenant qu'on vous dise c'est 4 semaines. Ensuite que c'est 4 mois. Ensuite que c'est 4 mois, c'est 4 années. 4 années, mes chers amis. 4 années. Les gens sont restés dans la forêt pour se battre pour libérer notre pays. Ernest Ouandji rentre au Cameroun en clandestinité en 1961. De 1961 à 1971, il est dans la clandestinité, dans la brousse. 10 ans. 10 ans. Ce n'est pas 10 jours, ce n'est pas 10 mois. 10 ans de sa vie. Le monsieur pouvait être avec femme et enfants. Faire sa vie paisiblement. C'était un monsieur qui avait un avenir, il était un des hauts cadres, c'était des gens qui avaient les hauts postes pour ce que les Camerounais pouvaient avoir à l'époque. Ils pouvaient tout à fait bénéficier de tout cela avec sa famille. Pareil pour Ruben Unyobé, c'était des gens qui n'étaient pas le premier kidam qui arrivait. Ils avaient des postes de responsabilité. On les affectait régulièrement, ils avaient donc des salaires. On leur a même proposé des millions, des dizaines de millions à l'époque, ça représente énormément. Il dit bien énormément. Si on vous dit qu'à l'époque, on propose 10 millions de francs CFA à Ruben Unyobé, n'imaginez pas ce que ça peut, que ces 10 millions d'aujourd'hui. Faites l'équivalent de ce que ça peut représenter, peut-être 1000 milliards de francs CFA ou 100 milliards de francs CFA à l'époque en question. Et vous verrez, parce que quand tout à l'heure, on va entrer dans les documents, vous allez comprendre pourquoi je peux faire cette comparaison. À l'époque, le résultat de la vente annuelle de café pour un planteur autochtone dans le Mungo, justement, puisque c'est dont on parle aujourd'hui, c'était 100 000 francs CFA. C'est-à-dire que le travail de toute une année, c'était une centaine de mille. C'est-à-dire que toutes les plantations, les centaines d'hectares qui étaient cultivés, ainsi de suite et tout, le travail, la main-d'œuvre qu'il fallait employer, les engrais qu'il fallait utiliser, les outils qu'il fallait acheter, les semences qu'il fallait acheter et tout. Et ensuite de cela, vous revendez le tout. Le résultat de la vente de tout ce travail en une année pour un planteur qui avait de nombreux hectares, c'était 100 000 francs CFA. On va le voir dans les documents ici. Donc, considérez que 100 000 francs CFA à l'époque, c'était une somme énorme. Ça permettait de payer ses salariés, ça permettait de payer les semences, ça permettait de payer les outils, ça permettait aussi de dégager suffisamment de bénéfices pour qu'un planteur soit riche. Donc, imaginez qu'on ait proposé 10 millions de francs CFA à Ruben Unyobé pour qu'il retourne sa veste. Il a payé 4 ans de sa vie, il a dit niet, je ne prends pas un centime de cet argent. Je me bats jusqu'à la fin pour la liberté et la libération de mon pays. Il faut respecter ces gens. Il faut les respecter. Ernest Ouandji passe 10 ans en clandestinité. 10. Il faut respecter ça. Sans avoir une lame de rasoir à la main pour tuer qui que ce soit. Il faut respecter ces gens. Il faut les respecter. Donc, rapport subdivision de Konsamba, 1954. C'est là. Rapport agricole, donc même votre agriculture, on sait comment ça fonctionne. Qu'est-ce que vous produisez, qu'est-ce qui peut plus produire, comment est-ce qu'on peut plus s'enrichir sur la base de ce que vous produisez. Rapport agricole de la région Bamileke, partie économique. Donc il divise ça même en parties. Ce n'est même pas la partie économique, 1955. Rapport subdivision de Ndikinimeki, 1955.
Ceux qui savent, connaissent le Cameroun savent où ça se trouve, Ndikinimeki. Rapport annuel subdivision de Tchang. Rapport annuel région d'une CAM, 1956. Rapport agricole de la région Bamileke, 1956. Programme du troisième plan quadriennal, région Bamileke, 1957. Donc voilà, ils faisaient même des programmes pour savoir comment ils vont exploiter vos différents pays, vos différentes régions. Et ceux qui sont là en train de bavarder aujourd'hui ne viennent pas s'insurger contre ceux qui étaient là et qui exploitaient tout ça avec tous ces rapports-là. Ils viennent s'insurger contre des gens qui se battaient plutôt pour leur propre indépendance à eux. C'est ça la chose curieuse et que je n'arrive pas moi-même à comprendre. Ça permet donc de dire que le livre de Claude Tardy que nous avons ici, je croyais avoir terminé avec les sources. Oui, c'est le cas. Non, il y en a encore d'autres. On peut pas toutes les lire. Regardez, il y en a encore plein. Hein. Il y en a encore plein. Il y en a encore plein de rapports. Mais on peut pas tous les lire. Tous les lire. On va essayer d'avancer. Chez Feriba, Kwini, Fopango, c'est énorme. C'est énorme comment ils nous ont étudiés. Énorme comment ils savent des choses sur nous. Énorme. Énorme. Je suis certain qu'il n'y a aucun Camerounais qui a autant d'informations. Pourtant, ils les ont toutes. Regardez, j'étais même pas encore au bout. Il y avait encore tout plein d'informations. Regardez. Tout ça, ce sont que des rapports. Que des rapports. Que des rapports. Études régionales, ainsi de suite. Enquête. Note, enquête et études. Voilà, c'est marqué. On vous étudie. Et après, on vous dit que non, c'est le Bamileke qui a fait ci et ça, et vous vous levez contre le Bamileke. Alors qu'il faut restituer simplement la vérité pour que chacun sache ce qui s'est passé dans notre pays. Voilà, tous ces rapports-là qui sont là, sont tous là. Il y en avait encore énormément après. Malheureusement, on va devoir avancer. Donc, voilà, maçon, médecin et sorcier Bamileke, l'anthropologie. Donc, il y a même des livres qui sont écrits dessus. Monsieur Masson, qui est un révérend père, semblerait-il. Il écrit Les médecins et sorciers Bamileke, l'anthropologie, 1939-1940. Donc, même sur vos façons de vous soigner, ce qu'ils appellent sorciers, vos façons de vous soigner, de traiter dans votre... Ils connaissent tout. Ils ont tout dessus. Voilà. C'est tout ça. Et aujourd'hui, des gens qui n'ont rien cherché, qui n'ont rien lu du tout, vont venir vous dire des choses totalement farfelues. Voilà même l'effectif des plants de café. Tableau 8. Effectif des plants de café en 1947. Donc, ils savent même le nombre de plants de café qu'il y avait chez vous. 1956. Effectif des plants de café. Surface cultivée en café en 1942. Voilà. D'où l'intérêt de toujours prêter attention à ces détails. Ce ne sont pas des détails anodins. Donc, même les surfaces cultivées, ils savent ce que c'est exactement. Il ne faut pas plaisanter. Et population originaire de Bafang, par sexe, en Konsamba et Loum. Donc, ils font aussi des statistiques selon les origines. C'est ça qui est la base de tout ce que nous avons aujourd'hui. Population originaire de Bafang et Tchang, en âge, à Konsamba, ainsi de suite. Mais on va voir comment ces populations sont arrivées là-bas. C'est important aussi de dire comment elles y sont arrivées. Parce que c'est important de souligner qu'il n'y a pas eu de volonté d'aller coloniser un endroit, de peupler un endroit à la place de ceux qui étaient déjà là. Ça aussi, ça va être prouvé par les documents d'archives que nous avons et que nous allons présenter ici au grand public. Donc, nous avons tous ces documents qui ont été utilisés pour rédiger cet ouvrage. Donc, je mets au défi Madame Soga de venir nous présenter quelles sont ses sources. Et sur la base des sources en question, on verra donc où est la vérité